Bienvenue, cher auditeur, chère auditrice, dans l'histoire occulte du monde. Ce nouveau épisode se veut une présentation générale de ce qu'est un vampire. Un vampire au sens du monde des ténèbres, mort-vivant, d'apparence humaine, c'est-à-dire qu'il ressemble à un humain classique, peut-être le teint un peu plus pâle, bien que certains peuvent, en utilisant le sang et les pouvoirs du sang, se donner une apparence vivante, voire humaine, pour tromper leur proie et se nourrir plus facilement. Un vampire ne meurt pas de cause naturelle, ne tombe pas malade, et ne respire pas. Ce sont des vampires qui se nourrissent de sang humain ou animal, bien que se nourrir de sang animal est relativement mal vu par leur père. Ils marchent, tuent, réfléchissent, possèdent des crocs rétractables et peuvent lécher les plaies de leurs victimes afin de les refermer. C'est pratique pour conserver la mascarade et surtout leur existence auprès de l'humanité. Bien des chasses aux sorcières ont eu lieu en ce bas monde et beaucoup d'entre eux ont péri sous les flammes d'une inquisition sans merci. Les erreurs du passé ne sont pas à reproduire, bien évidemment. Le sang leur permet de maintenir en vie leur existence quelque peu funeste, une éternité où le vampire ne se reconnaît plus. Au fur et à mesure où il va avancer dans l'âge, il va s'éloigner de ses préceptes humains. Il n'aura plus d'attirance envers les activités sexuelles ou familiales que peuvent avoir des humains. Il va se concentrer sur son désir et son pouvoir. Le vampire a une part sombre que l'on appelle la bête. Cette part sombre peut parfois prendre le contrôle du vampire, un peu comme s'il cédait à une panique générale. Le vampire doit boire régulièrement du sang humain pour se régénérer, puisqu'il use son sang pour se maintenir en vie, feindre de respirer ou bien d'avoir un teint humain. Le processus pour transformer quelqu'un en vampire et donc de le vider de son sang, une fois la victime exsangue, le vampire lui ingère du sang vampirique et cette dernière se réveillera en vampire. La découverte de la condition vampirique est assez brutale. Le nouveau-né, comme on l'appelle, se retrouve livré quelque peu, la plupart du temps, à lui-même. Il ressent une faim énorme, une faim inextinguible. Il a soif de sang, rien d'autre ne peut le nourrir. Il ne peut pas manger d'aliments humains, il ne peut pas boire de boissons telles que de l'eau, du vin, de la bière encore. Seul le sang le rassasiera. Bien évidemment, souvent, à l'image de Entretien avec un vampire, le vampire qui a créé, donc le sire, que l'on appelle dans le jeu, va chaperonner son jeune poulain, va lui apprendre les ficelles, comment s'adresser à la cour, aux autres vampires, comment chasser, ne pas se faire chasser, cacher ses traces afin de ne pas tomber sur des chasseurs, ces humains qui ont conscience des choses surnaturelles et des horreurs qui hantent leur rue, et surtout qui voudraient y mettre un terme, bien évidemment. Le vampire va alors entrer tout doucement dans l'une des trois sectes principales du jeu, que sont la Camarilla, qui se cache des hommes pour faire ses petites affaires tranquillement, le Sabbat, qui est un peu plus libéré, dirons-nous, un peu plus radical, et la supériorité physique, principalement du vampire. Pourquoi se cacherait alors qu'ils sont plus forts qu'un humain? Et les anarques, qui eux rejettent les deux autres en bloc, souvent sur une question d'âge. L'âge, justement. Le vampire sera défini par ce statut sine qua non de sa condition. L'âge est en fait sa génération. Sa génération est celle qui le sépare de la génération première qui était Cain. Plus son sang va être éloigné de Cain, plus le vampire sera considéré comme faible. Plus il se rapprochera de Cain, plus il sera considéré comme fort. On part du postulat de base que Cain est la génération première. La seconde génération fut les enfants directement de Cain, ceux qui ont créé les 13 clans, que nous verrons dans un autre épisode, rassurez-vous. Puis, ils ont engendré une troisième génération. Cette troisième génération s'est retournée contre la deuxième. La deuxième, actuellement, n'existe plus.
Si vous jouez à Vampire la Mascarade, donc les 3 premières éditions, ou la 4e dite la 20e anniversaire, l'anniversaire des 20 ans du jeu, vous jouerez des nouveau-nés de 12 ou 13e génération. Au-delà, les 14 et 15e sont jouables, mais c'est ce qu'on appelle des sangs clairs, qui feront l'objet d'un épisode bien distinct et bien à eux. La V5 chamboule un peu tout ce processus, mais évidemment, comme d'habitude, elle aura son propre chapitre. Pour chasser et se nourrir, donc, le vampire use de stratagèmes. Chacun a un petit peu le sien. Chacun a ses préférences. Certains vont aimer la sensation du sang d'un drogué et ses couleurs chatoyantes qu'il perçoit après avoir ingéré du sang contenant certaines substances. D'autres vont aimer des goûts un peu particuliers, des goûts un peu horrifiques, tels que les nôtres. Par exemple, se nourrir sur des enfants exclusivement. D'autres encore vont séduire leur proie, dans une discothèque, lors d'un acte charnel. Il se pourrait que le vampire se nourrisse de cette manière. D'autres encore vont user de leur force surnaturelle et de leur implacable froideur, prendre la proie de force. Tout cela est un système de prédation qui, pour les 4 premières éditions, est plus quelque chose qui se fait par le roleplay que par la mécanique. Pour la 5e édition, ça devient un petit peu plus mécanique, mais nous y reviendrons. Les vampires sont impitoyables, vous l'avez bien compris. Ce sont plus des monstres que des humains. Et ils partagent pourtant une chose énorme que nous partageons avec eux, la guerre. La guerre chez les vampires, chez les Kainites, comme ils aiment à s'appeler, ou les descendants, se fait appeler le djihad. Le djihad peut être vampire contre vampire, groupe contre groupe, secte contre secte, clan contre clan. Chacun fait son djihad un peu comme il le souhaite. Dans les fables vampiriques, il est coutume de dire que la GN approche. La GN est tout simplement cette fameuse grande apocalypse, où les anciens vampires plus puissants viendraient descendre dans les nuits pour manger les plus jeunes et leurs enfants. Bien évidemment, beaucoup pensent que ce sont des histoires racontées au coin du feu pour faire peur aux jeunes vampires. Tous ne croient pas à cette mythologie. Pourtant, certains, les plus fervents, y voient des signes avant-coureurs un peu partout, dans les nouvelles, un avion qui s'écrase, le réchauffement climatique, une tombe retrouvée vide de son occupant, voilà. Une autre légende vampirique est celle de Golconda. Alors Golconda, qu'est-ce que c'est? La Golconde en français. La Golconde, c'est tout simplement une paix absolue, une paix intérieure absolue. Certains vampires la recherchent pour dominer, voire faire taire définitivement sa bête. Cette bête qui gronde, cette bête que vous voyez au coin du feu, cette bête que vous voyez dans les recoins les plus sombres, qui se manifeste avec des yeux rouges, une voix rauque qui s'insinue dans votre esprit et vous demande de tuer. Certains prétendent que cette bête, vous pouvez la faire taire, que vous pouvez l'annihiler, que vous pouvez la renfermer et la tenir en laisse. D'autres succombent à cette bête sombre. Et c'est cette bête qui devient principale protagoniste puisque elle a le contrôle du vampire. De même, selon l'âge du vampire, donc de non-vie, bien évidemment, puisque quand le vampire se fait étreindre, il garde l'âge et l'apparence à laquelle il était. Toutes ces nuits vont se muer en semaines, puis en mois, puis en années, puis même en dizaines d'années, en siècles. Et c'est ce critère d'âge qui va être important. Il y aura tout d'abord le novice. Le novice est celui qui s'est fait étreindre, qui est encore sous la coupole de son sire. Son sire lui apprend encore les bases, il ne connaît pas grand monde, il n'est pas encore présenté en tant qu'individu, on le voit plus comme l'ombre de son sire. Le nouveau-né est émancipé. La frontière est assez floue avec le novice, mais on considère que le nouveau-né est affranchi de son sire et il devient donc une personne, un vampire à part entière, un vampire dans toute sa grandeur. Il ne répondra plus comme l'ombre de son sire, mais plutôt
comme un vampire, un jeune vampire, plus ou moins libre et conscient, puisque bien évidemment, dans Vampire la Mascarade, les manipulations sont à l'ordre du jour et sont même assez monnaie courante. Les Ancilla, c'est un damné qui a quelques siècles au compteur, il a déjà fait ses preuves, connaît les rouages de la société vampirique et a déjà accompli quelque chose pour le prince ou la ville. Le vampire a déjà une place, un domaine, il connaît la société dans laquelle il appartient, il sait à qui il s'adresse, comment s'adresser et à qui il doit s'adresser pour obtenir ce qu'il veut. Les anciens, âgés entre 200 et 1000 ans, occupent une place de choix sur leur domaine. Souvent, ils s'investissent assez souvent dans le djihad. Ils aiment faire le djihad, mais jamais en première ligne. La manipulation pour faire faire le sale boulot à un autre vampire est beaucoup plus intéressante pour eux. Les Mathusalem est un vampire entre 1000 et 2000 ans qui a subi un profond changement. On ne sait pas si c'est mystique ou biologique. Souvent, ils sont retirés du monde dans une profonde paranoïa et souvent leur état est en torpeur. Donc ce fameux coma dont nous parlions la première fois. La torpeur donc est un coma, il intervient donc avec l'âge ou avec un pieu dans le cœur. Elle est plus ou moins provoquée. Ils restent dans leur torpeur et peuvent intimer des ordres mentaux via des liens de sang. Donc en fait, le lien de sang, qu'est-ce que c'est? C'est un lien spirituel qui lie deux vampires suite à une absorption de sang de l'un ou de l'autre qui peut aller jusqu'à un esclavage mental. La peur que le vampire plus jeune puisse venir le brûler ou pire, boire son sang pour récupérer sa volonté et surtout sa génération. Donc c'est ce qu'on appelle la diablerie, c'est le fait de boire, entre guillemets, un autre vampire. Et dans ce cas-là, la génération remonte de 1. Donc si vous étiez 13e génération, vous passez 12e. Cette pratique est très mal vue. Elle est punie principalement par la Camarilla de ce qu'on appelle une chasse au sang, qui ordonne à tous les vampires de la ville de vous chasser jusqu'à la mort ultime. C'est très risqué. N'oubliez pas que les Mathusalem peuvent s'insinuer dans vos pensées et votre esprit, vous forcer à faire des choses dont vous n'êtes même pas conscient. C'est là toute l'ordre personnelle de comment vous différencier d'être un pion ou une personne, voire un individu, un vampire libre et conscient de ce que vous faites. La frontière est très 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 ténue. Les antédiluviens sont les premiers vampires qui ont survécu au déluge. Ils ont survécu au déluge, c'est-à-dire à la chute des 2 premières cités où Caïn leur avait offert. Donc Caïn leur a offert une première cité qui s'est fait détruire, puis il y a eu la seconde cité qui s'est fait détruire aussi. Ce sont ces vampires qui ont survécu. Ce sont des vampires sans âge, ce sont des vampires qui auraient plusieurs milliers d'années, qui n'auraient plus absolument une once, mais ne serait-ce qu'un iota d'humanité. Ce sont des machines à tuer. L'AGN fait l'objet de ces vampires-là qui viendraient pour tuer les plus jeunes. Je vous ai parlé de destruction. Le vampire peut être détruit de plusieurs manières. La décapitation, le feu, qui lui fait énormément de dégâts, notamment en termes de jeu, ce sont des dégâts aggravés qui prennent énormément de temps à soigner et sont beaucoup plus difficiles. Donc dans la hiérarchie des dégâts, on a bien sûr les contondants, les létaux et les fameux aggravés. Les létaux sont des coups que le vampire peut encaisser qui tueraient un simple humain. Bien évidemment, les aggravés sont surpuissants. Les dégâts aggravés sont très dangereux pour un vampire. Et au-delà d'un seuil d'absorption que le vampire peut encaisser, il sera détruit. La destruction peut intervenir selon son âge, soit il tombera en cendres s'il est très vieux, soit il se momifiera en espèce de vieillissement accéléré s'il est plutôt jeune et conservera une certaine humanité. Autre point à aborder, les voies. La voie principale de Vampire est l'humanité, puisque le jeu s'axe sur une horreur personnelle où l'humain, qui est défini par son humanité, perd son humanité au fil du jeu et devient un monstre qu'il redoute. Certains monstres, notamment le sabbat
où les plus anciens ne suivent plus cette voie de l'humanité, mais d'autres voies. Il y en a des dizaines et des dizaines. Je vous laisserai compulser le livre de règles pour en savoir un peu plus sur ces fameuses voies. Toutes ne sont pas simples à jouer ou sympas à jouer. Il convient à votre maître de jeu de les autoriser ou non. Si vous êtes un maître de jeu débutant, je vous conseille de vous en tenir au 6 clans de la Camarilla avec une voie de l'humanité. Merci d'avoir suivi ce podcast présenté par l'Histoire occulte du monde. J'en profite pour faire de la pub pour Bloodroll, forum de passionnés, Discord très sympathique, une chaîne YouTube comprenant 2 actual plays de vampires sur 2 saisons, une saison de loup-garou l'Apocalypse, riche en rebondissements et en émotions, et une grande découverte et introspection sur Demon the Fallen. Ciao.